De la masterclass. Je vous laisse le temps d'arriver. Comme hier, faites mon coucou quand vous arrivez en live dans les commentaires. Dites-moi comment ça va. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à la masterclass d'hier. Ce qui est ressorti pour certaines d'entre vous. J'ai vu certains commentaires sous le live de celles qui regardent en replay où vous m'avez dit ce que vous aviez ressenti, ce que ça avait activé en vous, à quel point vous résonniez avec ce que j'ai pu dire, avec cette vision-là, avec vos propres ressentis. Donc, dites-moi un petit peu comment ça va. Salut les filles, salut Christine, Estelle, Annie, Karen. Bienvenue à toutes dans ce jour 2 où on va parler de leadership, on va parler de posture, on va parler de présence. On va déjà commencer à rentrer dans, comment dire, on va plus rentrer aujourd'hui dans la pratique de coaching, mais on va d'abord commencer par le leadership, le fait de tenir l'espace, d'utiliser finalement certaines choses, d'utiliser notre être, notre capacité d'être, l'art d'être, comme un réel outil de transformation pour nos clients et un réel outil, un réel catalyseur de résultats pour nos clients. Il n'y a pas que nos compétences en coaching, il n'y a pas que nos compétences conversationnelles, il n'y a pas que tous les outils qu'on peut apprendre en coaching. Il y a aussi tout cet aspect-là de leadership, de posture et finalement, vraiment nos compétences d'être, notre capacité d'être. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, on va vraiment aller là-dedans. Alors, ça m'a bien fait bosser. Ce matin, il y a plein de choses qui sont descendues. Ok, Annie. Salut Régine, Séverine, Lily, je suppose, Magali, bienvenue à toutes. Donc, on se lance dans ce jour 2. Quand je vous parle d'être, de qualité de présence, de leadership, à quoi ça vous fait penser dans votre pratique de coaching, dans votre relation avec votre client, votre coaché? Encore une fois, je dis coaching, je vous le répète, hier je l'ai dit, coaching, mais accompagnement d'une manière générale, thérapie, coaching, consulting, business, devis, ce que vous voulez. Mais à quoi ça vous fait penser quand je vous parle de qualité de présence, de capacité d'être, de leadership dans votre pratique même d'accompagnement et dans votre relation avec vos coachés? Dites-moi en commentaire si ça fait écho en vous, si ça vous fait penser à quelque chose. Ces sujets-là, ils sont souvent soit pas du tout abordés, soit abordés de manière très stricte, notamment quand on parle de posture de thérapeute, de posture de coach, etc. Souvent, c'est abordé d'une manière assez rigide, assez cadrée, et surtout, un coach ne doit pas dévier de sa posture, etc. Donc souvent, c'est assez strict et c'est surtout ce que je dis pas, ce à quoi j'ai accès, ce à quoi j'ai pas accès, et finalement, comment je me comporte, entre guillemets. Ce qu'on va trouver souvent dans les postures quand c'est enseigné dans des formations de coaching ou voilà, en termes de posture. Le leadership, on va l'avoir de 2 façons. Le leadership d'équipe qu'on va vachement retrouver en entreprise et le self-leadership qu'on va beaucoup retrouver dans notre industrie de l'accompagnement et dans le développement personnel. Mais là encore, on vient parler de leadership dans le sens... souvent, on va dire que c'est abordé dans le sens de la création, de la manifestation et de finalement comment je me positionne par rapport aux autres, comment je me positionne par rapport à moi. Donc, on vient parler beaucoup des limites en self-leadership. Encore une fois, ça devient tout de suite, souvent, très cadré, très carré, très rigide. Coucou Marie-Françoise. Karen, tu me dis symbiose. Ok, les autres, dites-moi, peu importe, il n'y a pas d'erreur. À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous voyez l'intérêt? Est-ce que vous utilisez déjà tout ça? Bref, ou dites-moi, je ne comprends pas là, je ne comprends pas, ça me fait penser à rien, je ne vois pas de quoi tu parles. Vous avez le droit aussi. Donc souvent, la posture, le leadership sont
sont abordés comme ça. Quand on parle de présence, on va tout de suite aller, j'ai eu encore l'exemple en commentaire ce matin, on va tout de suite aller dans l'écoute, ce qui est vrai, en tant que coach, thérapeute, l'écoute, et ça fait partie de la qualité de présence. Mais vraiment, l'écoute, ou même quand on parle de présence ou d'être, on va tout de suite me parler souvent d'écoute, de bienveillance. On va tout de suite me parler de... Donc l'écoute, on comprend. La bienveillance, on comprend, mais c'est un peu galvaudé comme terme, malheureusement. Et on va tout de suite te parler d'authenticité, d'être soi, d'être pleinement soi. Et ça, on en a un peu parlé hier déjà dans le côté business, où je vous disais, évidemment que plus vous vous montrez comme étant vous, plus vous dites votre vérité, plus vous faites la paix avec vous-même avec ça et vous assumez qui vous êtes, plus vous allez accueillir des clients qui vont raisonner avec ça. On a parlé hier de vérité, on a parlé hier on a commencé à parler de pure présence, etc., etc. C'est une évidence et c'est pour moi un prérequis. Là, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que ça. Vraiment, on va aller un peu plus loin que ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Estelle, tenir l'espace, oui. Avoir une posture ouverte et bienveillante, ok. Posture et échange, ok. N'hésitez pas, hein, si ça vous fait penser à des trucs au fur et à mesure à venir. Effectivement, il y a tout ça. Et dans cette capacité à tenir l'espace et à être leader dans la relation avec notre coach, avec notre coaché, et leader de soi dans la relation avec notre coaché, il y a tout un tas d'éléments qui viennent en ligne de compte. Et hier, je vous ai déjà dit, je vous ai beaucoup parlé de l'industrie qui avait changé, de la façon de consommer qui avait changé, du business qui changeait, du coaching qui est en train de muter vers quelque chose de plus profond et de plus durable. Et en fait, cette qualité de présence, elle vient répondre à deux choses. Elle vient répondre vraiment à cette envie d'une expérience client high level, cette envie d'être soutenu de manière multidimensionnelle parce que l'humain a muté et est en train encore de muter et que du coup, en tant qu'être humain, nos clients et nous-mêmes, on est en train de vraiment s'approprier cette multidimensionnalité. Je vous le disais hier, les barrières tombent, le pro, le perso se mêlent, la spiritualité a sa place, elle est incarnée. Donc, on est de plus en plus conscient qu'on est multidimensionnel et surtout, on a de plus en plus de mal à scinder les choses parce qu'on récupère toutes nos parts et qu'on devient un être absolument unique, individuel, qui a envie de prôner son unicité et d'exprimer son unicité. Donc, le coaching mute. Et le coaching, ça commence par la relation entre le coaché et le coach. Donc, évidemment qu'il y a toute la partie, le prospect qui choisit, etc. Et j'en parlais un peu dans mon post ce matin sur Instagram, dans Become Humanist Coach, sur le compte de Become, où je disais qu'on choisit son coach pour ses valeurs, pour ses compétences, mais on choisit aussi son coach au feeling. Et donc là, on va toucher aussi sa qualité de présence. On va aussi choisir un coach parce qu'on sent que ce coach va croire en nous plus que nous-mêmes. On va aussi choisir un coach parce qu'on sent que ce coach, ce thérapeute, etc., va nous soutenir quoi qu'il arrive. Donc, on va chercher chez le coach des qualités invisibles, des qualités qui ne sont pas des compétences en tant que telles, ni des compétences énergétiques, ni des compétences de coaching, ni tout ça, ni des connaissances. On va chercher, évidemment, la personne. On va aller connecter l'être, on va aller chercher la personne. Et ça, souvent, c'est pas enseigné et pas appris. Cette qualité de présence, ce leadership au service de la relation coach-coaché et cette capacité à tenir l'espace. Donc, tout cet aspect-là invisible est souvent induit, mais pas clairement exprimé et clairement enseigné et surtout pas clairement utilisé, ou on va dire pas consciemment utilisé. Et pourtant, ça peut vous changer complètement une séance de coaching. Ça peut vous changer complètement un accompagnement. Ça peut complètement changer les résultats de vos coachings. Parce que ça fait partie de ce grand changement qu'on voit opérer dans le monde et dans notre industrie et partout, qui est de favoriser l'être plutôt que le faire. Et bien pareil, en fait. Dans nos coachings et nos accompagnements, d'une manière générale, on va favoriser l'être plutôt que le faire.
On va favoriser l'art d'être et tout ce qu'on peut utiliser dans notre être pour faciliter la transformation, pour faciliter la création, pour faciliter la guérison, en plus de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on est capable d'amener à nos clients. Donc, c'est un petit peu à la fin ce que je vous disais, c'est un peu aussi le parler moins, être plus, guider moins, être plus, et finalement, du coup, utiliser notre capacité d'être tout autant, voire plus, que notre capacité de faire et d'accompagner et de dialoguer, etc., etc. Donc, concrètement, où est-ce qu'on va? Alors, vous m'avez dit, écoute active, s'autoriser à aller dans une direction, même si ce n'est pas dans le protocole, ok? Et le non-jugement, oui. Donc, il y a cette écoute active, effectivement. Il y a cette intuition dont tu parles, Estelle, d'être capable aussi de suivre la direction, même si ce n'est pas dans le protocole. Cette capacité de non-jugement, clairement, de tolérance. Alors, il y a toute la mouvance. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez observé dans l'industrie, mais il y a eu toute cette mouvance à un moment donné, mais genre ça a popé d'un coup et c'est devenu genre la tendance de l'année, le trauma aware coach. Je suis trauma aware, je suis trauma informed, mais ça a popé comme ça, pam, 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 dans tous les sens. C'est devenu genre the truc à mettre dans la bio Instagram, the tendance. Alors moi, en principe, quand il y a une tendance comme ça qui arrive, mon esprit de contradiction ne veut pas y aller. Genre en mode, vas-y, encore une tendance à la con, sous-entendu, j'ai pas envie d'y aller. Évidemment, j'ai aussi un esprit de contradiction envers moi-même, donc en principe, j'y vais et je vais voir ce que c'est, ce qu'on dit, etc. Et à quoi ça correspond vraiment. Et surtout, j'observe et je me dis, OK, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça devient une tendance? Alors, c'est un petit peu dans ce qu'on parlait hier, hein, c'est avec cette ouverture, il y a eu aussi des dérives, il y a eu aussi, il y a eu un mauvais comportement du consommateur et du client, il y a eu des mauvais comportements de certains coachs, etc. Bref, ce qui fait que, voilà, il y a eu besoin, et c'est arrivé naturellement, de cet élément-là. Donc, il y a eu ça l'année dernière, puis après, il y a eu le système nerveux. On a vraiment eu deux tendances comme ça qui sont arrivées. Donc, on est revenu finalement un peu aux neurosciences, mais avec beaucoup d'énergétique là-dedans. Et puis, on est venu avec ce affiché qu'on était trauma aware, trauma informed, et que du coup, on n'allait pas retraumatiser nos clients. C'était vraiment, c'est ça le message. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est bien que ce soit une tendance? En vrai, on s'en fout. Ça, c'est juste le marché, comment il fonctionne, etc. Mais c'est intéressant de le regarder parce que du coup, on voit l'évolution du marché. On voit vers quoi, on voit ce dont nos clients ont besoin, nos prospects ont besoin. On voit ce que le monde est en train de réclamer, ce que les gens sont en train de réclamer. Et le marché, c'est toujours une réponse à un besoin. C'est tout le temps une réponse à un besoin. Donc, si ça arrive sur le marché, particulièrement de manière tendance comme ça à tonitruante, c'est qu'il y a un vrai besoin. Et c'est que du coup, simplement le comportement d'achat change, que le comportement du client change. Et du coup, après, c'est à nous de se dire, en toute conscience, je suis la tendance, je ne la suis pas. Est-ce que j'ai déjà fait le job? Est-ce que j'ai besoin de l'afficher? Est-ce que j'ai besoin de le dire ou pas? Ou peu importe. Moi, je n'ai jamais affiché, je ne vois pas le besoin d'afficher trauma informed, trauma aware, ça me regarde. C'est moi avec moi-même, c'est tout. Donc, il y a vraiment cette idée de est-ce que je réponds à cette tendance du marché et j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est toujours la même histoire, nous avec nous-mêmes. Ou est-ce que j'y suis déjà, en fait, et j'avais juste pas vu à quel point, effectivement, c'était un point important. Peut-être à mettre en avant ou pas, mais en tout cas, un point important pour mes clients et donc un point important pour moi à avoir conscience de ça dans ma pratique, que je fais déjà ça, que je suis déjà dans ce système-là et que du coup, c'est bien, c'est cool et c'est un atout pour moi et pour mes clients. Donc, il y a eu cette mouvance-là qui montre bien que l'accompagnement est en train de changer. Donc, revenons à cette présence, etc. Parce qu'évidemment, cette bienveillance, ça fait partie de ça. Ça fait partie, cette bienveillance et ce non-jugement, ça fait partie de la tolérance qu'on peut avoir envers nos clients, du respect de leurs limites, du respect de leurs objectifs, du respect de leurs blessures et de leurs traumas, de cette conscience que dans cette relation coach-coaché, et c'est le premier point qu'on va voir, l'égalité des pouvoirs est importante. L'équilibre
des pouvoirs et des puissances sont importantes. Et ça, c'est un point, peut-être pour plein d'entre vous, vous allez vous dire évidemment. Mais vraiment, genre évidemment. Sauf que ce n'est pas une évidence dans notre industrie. Et l'évidence est très subtile. Parce que moi aussi, je vous dirais évidemment. Sauf qu'en fait, cet équilibre des puissances en coaching, dans notre relation coach-coaché, cet équilibre des pouvoirs, hein, de notre puissance personnelle, est très subtil. Et autant on va voir quand un coaché est sous l'emprise d'un coach, ça va être genre une évidence, en tout cas de l'extérieur, mais pas forcément de l'intérieur. Autant on va voir quand l'inverse se produit et que le coaché a le dessus sur son coach. Pareil, de l'extérieur, toujours facile. De l'intérieur, moins facile, mais quand c'est flagrant, si on est vraiment conscient de ça, on arrive à le voir. Mais autant ça peut être subtil. Et il y a vraiment cette idée que les deux parties doivent être empuissancées par une relation coach-coaché. Il y a cette notion de non-piédestal. Et pourtant, le piédestal, quand on est présent sur les réseaux sociaux, qu'on choisit un accompagnant, un coach, un thérapeute qui est visible, qui ose faire des choses, et alors dans le monde du business, voilà, qui a des résultats plus élevés que nous, qui ose faire des choses que nous, on n'ose pas, et on va chercher justement ce coach pour ça, parce que c'est sa spécificité, parce qu'il ose faire des trucs que nous, on n'ose pas, le piédestal peut vite se créer. Et il peut se créer parfois de manière extrêmement subtile. Donc, on peut avoir un échange dans notre relation qui n'est pas équilibré. On peut être vraiment dans une relation où le coaché met le coach sur un piédestal. On peut avoir l'inverse aussi, le coaché qui met son ego et sa fierté au-delà et qui du coup ne se montre pas vulnérable avec son coach, essaye d'asseoir finalement une espèce de jeu de pouvoir malsain. Et parfois, c'est extrêmement subtil. Parfois, c'est extrêmement subtil. Et donc, dans notre capacité à l'idée ce conteneur, ce coaching, cet accompagnement, il y a déjà cette première question et cette première prise de conscience et cette capacité à observer la relation avec du recul pour voir si les deux parties sont en puissancées, pour voir si on n'a pas l'un qui met trop de pouvoir sur l'autre, pour voir si finalement le coaché ne se sent pas justement « je ne suis pas assez, je ne suis pas valable, je ne suis pas vu, pas entendu par l'autre » ou « mon coach ne me voit pas tel que je suis parce que je n'ai pas l'espace de me montrer, je n'ai pas l'espace d'être vulnérable, je n'ai pas l'espace de me montrer ». Ou l'inverse, le côté justement people pleasing. Je valide tout ce que mon coach dit, je ne dis pas toute la vérité, ou le coach qui se laisse convaincre qu'il n'est pas assez, que le client... Souvent, quand le client se met en mode people pleasing, il y a ce jeu d'ego qui se met en place. Et donc, le client va dire, bah non, tout va bien, ou bah non, ça ne change rien. Et le coach peut se désempuissancer et du coup, se douter de sa pratique, douter de ce qu'il est en train d'amener, douter de ce qu'il est en train de faire. Cette notion d'égalité de puissance, oui Sonia, ces notions-là, souvent on les voit en formation de coaching, d'égalité. Sauf qu'on les voit souvent d'un point de vue très comportemental. Je dis souvent, hein, je ne dis pas dans toutes les formations de coaching, hein. Je dis souvent on les voit d'un point de vue très comportemental, exactement ce que je viens de vous dire. Donc le comportement de people pleaser, le comportement du coaché qui n'ose pas se confier, qui n'ose pas prendre sa place de coaché, qui n'ose pas dire, etc., ce qu'il a. Et on oublie le point de vue finalement plus invisible et énergétique de la chose. Parce que oui, il peut y avoir un lien direct avec la conversation et l'orientation de la conversation. Il peut y avoir un lien direct entre les limites posées par une personne et pas par l'autre, les limites posées par le coach, mais le coaché ne pose pas ses limites. Il peut y avoir plein de jeux de comportement comme ça. Et il peut y avoir aussi toute cette partie invisible qui est le pouvoir énergétique, la puissance énergétique. Quand je parle de puissance énergétique, je ne parle pas de soins faits sans l'accord de l'autre, etc. Je parle juste de la puissance invisible que toute personne a en son cœur, qui n'a rien à voir avec sa posture en termes de comportement, sa posture en termes de parole, sa posture en termes de leadership.
mais qui a tout à voir avec son ancrage, avec sa façon de faire circuler, de laisser circuler son énergie, avec sa façon d'influencer l'autre. Je vous donne un exemple parce que pour ça, le Human Design est un outil extrêmement intéressant parce que non seulement il y a notre sensation intuitive on voit comment on impacte l'autre, on voit peut-être ce dont notre client manque d'ancrage, donc du coup c'est intéressant aussi nous en termes de coach d'être très ancré pour lui emmener cet ancrage en séance, etc. Mais le Human Design là-dessus nous amène une lecture plus simple et plus directe qui est ma charte en tant que coach, la charte de mon coaché, notre synergie et du coup comment j'influence l'autre. Puisqu'en Human Design, il y a 9 centres, pour celles qui ne connaissent pas bien l'outil. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Human Design? Dites-moi en commentaire. Dans le Human Design, il y a ces 9 centres qu'on voit et ces 9 centres, ils sont définis ou non définis. Ce qui veut dire défini, j'ai accès à cette énergie tout le temps à l'intérieur de moi. Non défini, je capte. Je donne les énergies, je transmets les énergies, je reçois les énergies. C'est littéralement ça. Si vous ne connaissez pas le HD, ce n'est pas grave. J'aurai l'occasion aussi de vous reparler du Human Design. Juste, ayez conscience, il y a 9 centres énergétiques, comme 7 chakras. Vous voyez, là, il y a 9 centres énergétiques. Il y en a des définis qui émettent de l'énergie et il y en a des non définis qui reçoivent l'énergie. Donc, 2 personnes en contact l'une avec l'autre échangent constamment de l'énergie. Le Human Design, il vient nous montrer dans la relation coach-coaché où sont nos influences. Où est-ce que moi, j'émets de l'énergie et où est-ce que mon client la reçoit? Et du coup, où est-ce que j'ai une influence énergétique directe, sans même qu'on le sente forcément, mais du coup, où est-ce qu'il y a un potentiel danger, entre guillemets, de désempuissancement chez mon client et du coup, une espèce de distorsion des pouvoirs et des puissances. Et ça nous permet de voir là où on doit avoir une attention particulière. Par exemple, on va prendre un centre qui joue beaucoup dans une relation de coach, c'est le centre G. Le centre G en Human Design, c'est le centre de l'identité, de l'amour de soi, de la direction. C'est un centre qui est vraiment important. Moi, j'ai le centre G défini. Donc, j'ai une identité relativement fixe. Ça ne veut pas dire que je ne doute pas de quoi faire dans ma vie, de qui je suis parfois, mais au fond, je sais qui je suis. J'ai une identité relativement fixe, j'ai une direction relativement fixe. Mon coaché, qui n'a pas le centre G défini, lui reçoit l'énergie. Moi, j'en émets la mienne, mon énergie fixe, stable, constante. Lui reçoit les énergies. C'est un don incroyable d'avoir ce centre G ouvert. C'est une qualité extraordinaire. C'est une qualité extraordinaire, mais c'est aussi un réceptacle. Et je sais aussi que dans une relation où on va se voir, je ne sais pas, peut-être une fois par semaine, ou peut-être qu'on va se parler entre les séances, donc on va être beaucoup en contact, beaucoup ensemble. Je sais que mon coaché va être au contact de ce centre G. Ça peut réellement l'aider, l'accompagner à définir mieux sa direction, définir mieux sa vision, etc. Mais je sais aussi que cette influence énergétique que j'ai sur lui, malgré moi, c'est juste de l'être à l'être, peut l'influencer dans ses choix, peut l'influencer dans ses choix de direction, peut l'influencer dans son identité. Donc, je vais avoir une attention toute particulière là-dessus. Moi, en tant que coach, je vais avoir une attention particulière sur ce qui se passe énergétiquement, que je ne maîtrise pas. Je vais l'accompagner à lui mieux appréhender ce centre G non défini, énergétiquement et en conscience. Et je vais surtout poser mon attention toute particulière pour que mon coaché ne devienne pas un doublon de moi-même. Pour que mon coaché n'absorbe pas mon identité, ma direction, et du coup ne reproduise pas tout ce que je fais et la manière dont je le dis et ma vibe, vraiment. Et du coup se retrouve sortie de coaching où on ne va plus se voir comme on le faisait, où la relation coach-coaché va se terminer et du coup l'interaction va être moins présente ou plus du tout présente avec certains coachés. Et donc, du coup, il n'y aura plus cette interaction énergétique entre nous et où le coaché va se retrouver du jour au lendemain complètement perdu. Et le coaching finalement qu'on aura fait ensemble, au lieu de l'empuissancer, l'aura désempuissancé. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Je
Je regarde juste vos commentaires. Dites-moi si c'est clair ce que je vous raconte. Alors, comme facilitatrice, je dois savoir tenir l'espace. Et en effet, c'est une compétence que l'on peut entraîner. Et je continue toujours, cela me passionne. Oui. Ok, c'est clair. Régine, ça permet de voir les blessures dont il sauve. Oui, en Human Design, on peut aller beaucoup plus loin. Oui. On peut voir les schémas émotionnels, on peut voir les blessures, on peut aller voir du transgénérationnel. Oui, on peut aller extrêmement loin dans le coaching avec le Human Design. Mais là, c'est vraiment simplement d'un point de vue énergétique. Donc, avoir conscience de cet équilibre des puissances et du coup, amener ça dans votre posture de coach, ça change tout. Et sans avoir ce côté abstrait non plus. Oui, bien sûr qu'on ne va pas maîtriser tout ce qui est énergétique et invisible, c'est bien pour ça que ça s'appelle de l'invisible. Donc, on ne peut pas tout maîtriser. Mais on peut apprendre à lire et à savoir ça pour finalement avoir une posture plus juste et s'adapter à notre client pour lui fournir le meilleur accompagnement possible. Il y a une de mes valeurs, hier je vous ai parlé d'une de mes valeurs phares qui était la liberté, mais il y a une de mes deuxièmes valeurs phares, c'est l'autonomie. Je suis la plus contente du monde quand mes clients sont fidèles, ok, mais je suis la plus contente du monde quand un client sort du coaching et me dit « Ok, je suis complète, c'est terminé ». Les deux sont valorisants. Qu'un coaché ait envie de rester avec vous, c'est valorisant. Mais qu'un coaché ait envie de vous dire juste « c'est fini, c'est parfait ». Je trouve ça hyper beau. Les fins de relations de coaching, je trouve ça génial. Lorsque le coaché se sent complet, autonome, a vraiment cette sensation de sortir plus fort, plus puissant, plus ancré, plus armé, plus conscient, plus ce que vous voulez d'un coaching. Donc, je sais que vous savez ça. Je sais que vous savez cette importance de ne pas créer de codépendance avec son coaché, cette importance des pouvoirs qui sont équilibrés, cette importance de responsabilité de chacun, etc. Oui, je sais qu'en théorie, vous le savez, je sais qu'en pratique, vous mettez des choses en place pour ça, comme un contrat coach-coaché peut mettre en place cette relation, etc. Mais ça ne suffit pas pour que la relation dans le coaching, tout au long du coaching, continue à se construire autour de ça et continue à grandir autour de ça. Et aujourd'hui encore, nos coachés, nos clients, ou nous en tant que clients, on est plus exigeants. Et Agnès, elle dit, je l'ai vécu avec mon centre J'ai ouvert en recevant un coaching, le fait d'être en conscience m'a aidé à dépasser ça. Parce que tu étais en conscience. Et évidemment que les personnes qui ont vécu ça ne veulent plus le revivre. Donc, ont une exigence de choix quand leur coach et une exigence dans l'expérience. Et sont surtout conscients de ça. Exactement, Karen. Ton centre G est non défini, donc tu vis l'inverse. Exactement, parce que la dynamique en Human Design, c'est comment moi j'impacte mon coaché et du coup, sur quoi je dois mettre mon attention, mais c'est aussi comment mon coaché m'impacte moi. Et du coup, là où je dois mettre mon attention aussi sur moi. Et là encore, je vous parle juste de l'échange. Je ne vous parle pas de là où on est aligné, pas aligné, de là où notre coaché est aligné, conditionné, etc., etc. Vraiment juste d'un échange énergétique. Donc oui, bien sûr que ça va dans les deux sens, de savoir comment ton coaché t'impacte et comment toi tu l'impactes et sur quelle thématique ça va particulièrement ressortir, dans quelle zone ça va particulièrement ressortir. Ça permet vraiment de poser son attention et donc de tenir la ligne du coaching, de ne pas se laisser embarquer par notre association énergétique. Et aussi, du coup, utiliser cette association énergétique. Parce que c'est pareil, c'est pas juste du négatif, c'est aussi plein de positif. La deuxième chose qui est importante et qui a beaucoup changé, ça a beaucoup changé, mais c'est encore plus en train de changer, c'est la notion de perfection. Ça aussi, on pourrait en parler en marketing parce qu'il y a aussi beaucoup ça, cette notion de je me montre comme l'exemple en tant que coach et thérapeute et du coup, j'attire des clients à moi. Je ne montre que les bons côtés et du coup, j'attire des clients à moi avec ça. J'ai encore eu cette discussion il n'y a pas si longtemps avec des clientes qui sont coachs, qui sont installées, certaines expérimentées, qui me disent « Ouais, mais vu que je ne me sens pas complètement alignée, je ne me sens pas légitime à accompagner les clients.
Vu que je ne suis pas complètement ça, ben, je ne me sens pas légitime à accompagner les clients. J'ai souvent cette discussion. Et c'est là où la notion de leadership intervient et où ce mot leader et ce mot leadership sont souvent extrêmement mal compris. Mal compris parce que déjà quand on parle de leader, tout de suite on se dit le leader d'un groupe. Alors, non, en coaching, on va plutôt parler de self-leadership, déjà d'être leader de soi-même, c'est déjà pas mal. Et il n'y a pas besoin de décider d'être leader d'un groupe. Je suis leader de moi-même. Si je dois être leader d'un groupe, le groupe va me positionner en tant que leader. Je vais être leader élu, leader choisi, leader positionné par le groupe, pas leader qui a décidé d'être leader. Le self-leadership, ça vient vraiment nous parler de la relation entre nous et nous-mêmes. Ça vient nous parler de notre capacité à décider, à nous guider nous-mêmes, de notre capacité à prendre nos responsabilités, de notre capacité à ne pas se positionner en victime, de notre capacité à répondre à la vie plutôt que réagir. Donc, il y a une grande notion d'intelligence émotionnelle dans le self-leadership. Et il y a cette notion dans le self-leadership de vulnérabilité. Il n'y a pas du tout cette notion de perfection. Et dans la relation coach-coaché, c'est la même chose. Souvent, en tant que coach, on attend de nos clients de se montrer vulnérables, puisque on a besoin en tant que coach de savoir certaines choses, on attend que notre coaché s'ouvre, on attend ça de notre coach, qu'il s'ouvre, qu'il parle, qu'il transmette, qu'il vienne nous parler de ça et nous dire tout ça. Et là où ça a changé et où c'est vraiment encore en train de changer, là où ça a changé, c'est que ça a beaucoup changé sur les réseaux. Sur les réseaux, on voit plus de moments de vulnérabilité, on parle plus des moments de down, on parle plus des moments de doute. Les coachs, les accompagnants d'une manière générale, osent raconter leur histoire, osent parler de ce qu'ils traversent, etc. Et là où c'est vraiment en train de s'installer et de changer, et peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, vous allez me dire, ça, je le fais déjà. Oui. C'est la vulnérabilité dans l'espace de coaching en relation avec nos clients. Et je ne parle pas seulement de vulnérabilité en mode je raconte une histoire qui m'est arrivée ou je raconte où j'en étais il y a un an, ce que j'ai traversé, ou parfois je partage des doutes que j'ai encore sur moi, etc., etc. Je parle aussi de vulnérabilité dans l'échange de coach-coaché, dans la posture de coach-coaché. C'est-à-dire vraiment de cette idée de transparence dans notre relation. Je ne sais plus qui me parlait d'écoute active. C'est-à-dire qu'on est deux êtres humains en train de créer une relation. On est deux êtres humains qui ont une vie à côté, qui ont des problèmes, qui ont des questionnements, qui ont des doutes, qui ont une énergie qui peut être changeante, cyclique, qui sont impactés par les astres, impactés par nos cycles menstruels, par exemple, en tant que femmes, qui ont leurs propres traumas, leurs propres blessures, etc., etc. Et trop souvent, dans la relation de coach-coaché, il y a une non-transparence dans la séance, dans les séances. C'est-à-dire que c'est humain, j'insiste, c'est humain de ne pas avoir envie d'aller en séance parfois, quand on est coach. C'est humain d'être en séance, c'est pas que le reflet miroir, c'est vrai. C'est humain dans séance parfois d'avoir cette intention d'être en écoute active, d'être vraiment présente, etc. Et en séance, à un moment donné, de se rendre compte que notre esprit est parti et qu'on n'a pas écouté. Vous êtes d'accord que ça, c'est des choses qui nous arrivent régulièrement dans notre quotidien, dans notre relation de couple, où on est en train de parler, et en fait, nous, on est en train de penser à autre chose, et d'un coup, on dit « Ah, pardon, excuse-moi, chérie, j'ai pas écouté. » On n'a pas de problème à faire ça dans le perso, la plupart du temps. Mais la posture professionnelle, c'est comme s'il y avait cette idée de nous interdire. Puis il y a ce leadership et ce self-leadership qui invite à la perfection, qui sous-entend une espèce de perfection. Alors qu'en fait, pas du tout. Et pour moi, ça a toujours été normal ou facile en séance.
Et je me suis rendu compte que pour plein de coachs, ça ne l'était pas. Pour plein de thérapeutes, ça ne l'était pas. Et surtout, je me suis rendu compte des retours que mes coachés me faisaient parfois. Ah ben, je te remercie de m'avoir dit que tu n'avais pas écouté. Ben, c'est juste normal, en fait. Je ne vais pas faire semblant de te répondre à un truc que je n'ai pas vraiment écouté. Je ne vais pas faire semblant d'avoir compris, alors qu'effectivement, oui, j'ai plus ou moins compris, mais je n'étais pas vraiment là pendant 30 secondes, 1 minute, et te faire croire que j'étais vraiment là et que du coup, j'ai eu la totalité de l'histoire. Et quand je dis la totalité de l'histoire, c'est ce que tu as dit, mais comment tu l'as dit, comment tu t'es tenu, le son de ta voix, la tonalité de ta voix, tout ce que tu m'as transmis d'une manière générale dans ton message. Et donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était forcément fait. Et surtout, je me suis rendu compte avec mes coachs que ce n'était pas quelque chose qui était fait. Je me suis rendu compte parfois d'une réponse qui n'est pas exactement alignée avec ce que j'ai dit. Ou je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était pratiqué, prôné et vraiment mis en place. Parce que la vulnérabilité de venir raconter une histoire qui nous est arrivée, ça peut être hyper challengeant si on n'a pas encore vraiment clôturé l'histoire ou si c'est encore vraiment trigger pour nous. Comme ça peut, on est d'accord, être extrêmement facile si on a tourné la page de cette histoire, de venir raconter une histoire, même difficile, qui nous est arrivée si on a vraiment tourné la page. Mais de venir en séance et d'être pleinement honnête avec son client à un moment donné et de lui dire « Attends, stop, excuse-moi, là, je suis partie ailleurs pendant 30 secondes, donc je me recentre, on reprend. Est-ce que tu peux reprendre? Qu'est-ce que tu m'as dit ces 30 dernières secondes ?» Comme de venir lui dire avec l'honnêteté et donc la responsabilité et le self-leadership qui nous appartient. Le self-leadership, c'est pas être parfaite, c'est être capable de prendre ses responsabilités, donc de reconnaître ses erreurs, donc de reconnaître pleinement son humanité, donc de dire quand on a besoin d'aide ou envie d'être accompagné, d'être aidé, comme d'être capable de prendre ses propres décisions. C'est vraiment une complète honnêteté, le self-leadership. Ce n'est pas une invitation à la perfection. C'est une invitation à être honnête avec soi-même déjà, en premier, et du coup, être pleinement honnête avec l'autre. Plus vous montrez votre humanité totale à vos clients, plus vous créez une relation de confiance et une relation d'ouverture et une relation partagée. Et plus vous autorisez l'autre à en faire de même, aussi, par l'exemple. Donc, c'est pareil que de venir dire, moi, ça m'est arrivé peu de fois, mais ça m'est arrivé de dire à une cliente, aujourd'hui, on devait avoir une séance en one-to-one. Je te le dis aujourd'hui, je suis dispersée, vraiment, énergétiquement. J'arrive pas à me recentrer, j'arrive pas à être vraiment présente et là. Je suis sûre que c'est pas le bon moment pour faire une séance avec toi. Que là, je vais pas être à 100% disponible pour toi. Donc, est-ce qu'on peut décaler notre séance? Évidemment que plus on pratique, etc., et plus on est capable de se recadrer, de se réunir, mais il y aura toujours des jours dans notre vie, des moments où il y aura vraiment une intensité qui fait que aller en séance, parfois on le sait, il y a une intensité, mais aller en séance, on sait que c'est ça dont on a besoin et que ça va nous faire extrêmement du bien, nous aussi. Parfois, on sent que là, c'est pas juste en fait. C'est juste ni pour nous, et du coup, notre manière d'honorer ce qu'on est en train de vivre, ni pour notre cliente qui n'a rien demandé, qui, elle, veut un accompagnement, encore une fois, de qualité, etc. Et ça fait partie aussi de cette nourriture de pure présence et de self-leadership. Est-ce que ça vous parle? Je regarde les commentaires, ça a l'air de vous parler. Alors, quelle vérité? Yes. Accepter de ne pas être dans la recherche de la performance au-delà de la perfection, accepter qu'on soit un humain non robotisé. Oui. Et je reviens sur l'effet miroir dont tu parlais, Séverine, où il peut y avoir effectivement l'effet miroir, où il peut y avoir un trigger,
la personne est en train de vivre quelque chose et ça vient nous déclencher, nous, traumatisme, blessure, histoire non réglée, mémoire, peu importe. Donc évidemment que nous, on a le devoir de bosser dessus derrière, mais on a aussi le devoir d'honnêteté envers notre client, peut-être de lui dire, écoute, sur ce sujet-là, ça me déclenche, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour t'accompagner. Et ça, c'est encore quelque chose c'est quelque chose qui est beaucoup fait, mais c'est aussi quelque chose qui est oublié parfois. Brené Brown parle très bien de ce leadership authentique et vulnérable. Je ne suis pas trop ses travaux, donc je ne sais pas, mais certainement, si tu me le dis. Et elle a bien raison. Tout à fait. Quand cela peut arriver, j'ai souvent culpabilisé de cela. Et c'est vrai que cette présence irréprochable qu'on apprend en formation de coaching sous-entend une perfection. Ne pas se travestir en supra-coach, mais être dans l'échange humain. Et là, le mot authenticité prend toute sa dimension. Oui. C'est parfois difficile de savoir comment se comporter, peur de se montrer vulnérable, car on pense que être un roc montre que l'on est le pilier sur lequel le coach se raccroche. Le coach, il se raccroche. Certains coachs sur les réseaux montrent que si l'on est plus dans une posture de puissance, plus on est valable. Mais la puissance, elle ne se trouve pas là, en fait. La puissance, elle ne se trouve pas dans la perfection, le fait d'être irréprochable. Au contraire, ta puissance, elle se trouve dans ta capacité à être honnête et à tout traverser. Le self-leadership, c'est comment je m'entraîne finalement et comment je fais grandir mon intelligence émotionnelle, mon leadership pour être capable de tout traverser. Tout traverser sous-entend les moments hyper cool de la vie. Donc, comment je suis capable de recevoir l'argent, l'amour, les compliments, les bonnes choses et célébrer. Je ne sais pas qui a dit j'en avais marre des sacs Louis Vuitton et du champagne, mais faisons péter le champagne partout sur les réseaux sociaux, sincèrement. La capacité à célébrer chaque chose. Okay, et ça, c'est quelque chose à travailler, on le sait, puisque les capacités à recevoir, on le travaille souvent. Comment je nourris mon leadership, ma responsabilité, ma vulnérabilité, donc ma puissance personnelle, pour traverser les moments difficiles de la vie. Les ruptures, les critiques, les décès, les moments de down, de doute, etc. qu'on peut vivre. Et notre puissance en tant que coach, c'est la même. Le self-leadership et la puissance personnelle, c'est notre capacité à être humain. Alors, être humain, c'est tout le package, hein. Les bons comme les mauvais moments, les énergies et les émotions agréables, les énergies et les émotions désagréables, les situations incroyablement belles, les situations compliquées, difficiles à gérer, notre capacité, nos compétences qui grandissent, nos compétences qui nous manquent et notre capacité qui est parfois, voilà, c'est tout ça en fait. Donc, ce qui fait la puissance d'un coach, c'est sa capacité à tenir l'espace. C'est la parfaite transition pour la pure présence pour la suite. Ça fait du bien d'entendre ça. Beaucoup de bien, je me sens juste humaine en fait. Ça m'est arrivé une fois de décaler une séance en toute transparence avec mon client car mon chat est décédé le jour d'avant et je ne pouvais pas être en présence avec mon client ce jour-là. Ouais. Ce n'est pas la célébration qui m'a gonflé, je trouve ça super. Après, Agnès, c'est la façon de célébrer qui t'a gonflé peut-être. Mais peut-être si t'a gonflé, c'est juste les dissonances. C'est juste de voir des gens célébrer en mode champagne et Louis Vuitton alors que tu sens qu'au fond, c'est pas ça. Donc, mais ensuite, si certains aiment célébrer en mode champagne et Louis Vuitton et, je sais pas, jet privé et yacht privé, tant mieux. En fait, si c'est leur manière de célébrer et que ça les nourrit, grand bien leur fasse. Si ta manière de célébrer, elle est complètement différente, grand bien te fasse aussi. Chacun ses désirs, chacun son chemin de vie déjà, chacun ses désirs et chacun sa façon de célébrer. C'est juste que tu en as peut-être trop vu ou c'est juste peut-être que tu en suivais trop, des comme ça. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un biais. C'est-à-dire que quand on suit certaines personnes, l'algorithme nous montre certaines personnes similaires. Et du coup, on finit par suivre, allez, 300, 400, même 1000 personnes, si vous avez envie, sur Instagram, mais qui sont très connexes et qui se ressemblent beaucoup. Et donc, du coup, encore une fois, généralité, comme je disais hier, notre cerveau se dit « Ah bah tous les gens font ça, ah bah tous les gens sont pareils. » Faux. Ton microcosme est pareil. Donc, c'est le moment de te désabonner, d'aller t'abonner à des comptes complètement différents et du tout de ramener de la diversité et de l'inclusivité. Ça aussi.
Ok, parlons de pure présence. On en a un petit peu parlé hier où je disais, je sais que ça vous a beaucoup parlé de un jour le coaching sera un pure présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi vraiment cette pure présence. Cette pure présence, c'est aussi avoir conscience de l'art de l'être et de nos capacités, de nos compétences d'être pour accompagner nos clients. Donc, d'avoir conscience que les tendances de l'année dernière, le trauma aware, le système nerveux, là, ça a un impact direct sur notre pure présence, mais avoir cette conscience que oui, on peut avoir des compétences, on peut avoir des outils, le human design, des outils de coaching, des outils de questionnement particuliers, être formé en énergétique, au reiki, à la com quantique, à ce que vous voulez, des outils, des compétences. Et on a aussi une compétence qui est unique, qui est notre propre fréquence et notre être. Dans notre être, encore une fois, c'est absolument tout notre corps. Je vous ai parlé hier un petit peu quand je me suis présentée, je vous ai dit le human design somatique, le coaching somatique. Tout ça, c'est des choses, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses que j'enseigne dans la formation Human Design Somatic Coach. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir, c'est des choses que j'enseigne, c'est des choses qu'on développe et qu'on va développer. Et le comment utiliser justement notre état d'être. Comment utiliser notre état d'être? Ça va passer par absolument tout notre être. Ça va passer par notre, ce qu'on disait là, notre état énergétique déjà. Est-ce que je suis pleinement là? Je suis pleinement en présence? Est-ce que je suis pleinement connectée à mon canal central? Et donc, j'ai conscience, par exemple, avec le HD de où j'impacte l'autre. Donc, je suis vraiment en contact de mes sensations pour ressentir. Est-ce que j'utilise vraiment aussi ce canal central pour ne pas me disperser, pour être vraiment là où je suis, présent, dans l'instant présent avec mon client? Ça va passer par utiliser tout votre corps pour accompagner. Ça va passer par utiliser votre voix pour accompagner et vos différentes tonalités de voix, par exemple. Utilisez votre voix comme catalyseur facilitatrice d'ancrage, par exemple, ou au contraire, d'expansion. Choisir comment positionner votre voix et utiliser les différentes tonalités, peu importe ce que vous êtes en train de faire et de dire à votre client. C'est comme s'il y avait un accompagnement parallèle. Si vous avez un coaching, vous êtes coach et vous avez un coaching qui est conversationnel avec vos clients, donc la plupart de vos séances ressemblent à de la conversation et de l'échange et du questionnement. C'est comme avoir un accompagnement en parallèle. C'est-à-dire, il y a ce que vous dites, ce que vous transmettez, et vous le savez, vos gestes ont toute la partie communication non verbale a un impact. Mais là, c'est comme si vous utilisiez complètement ces outils-là au service de votre coaché. Comme si, en plus de ce que vous lui dites, des questions que vous lui posez, de la conversation qui se déroule, je sais pas, des croyances que vous êtes en train d'observer, de dénouer, etc., vous venez en plus utiliser votre voix, vos centres énergétiques, votre posture, évidemment, votre respiration et toute votre capacité à émettre et à recevoir. Le principe du coaching somatique, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas du tout le coaching somatique. Le principe du coaching somatique, soma, ça veut dire le corps. Le principe du coaching somatique, c'est d'utiliser le corps comme facilitateur de transformation. Donc, l'objectif, c'est de questionner le corps, de laisser le corps répondre, d'écouter les messages du corps, d'observer là où les douleurs apparaissent, là où les gènes apparaissent, d'utiliser tout notre corps, le mouvement, la respiration, la voix, tout ce qui est à notre disposition pour la transformation. Et on n'utilise pas que le corps sans utiliser le mental, on utilise la totalité de l'être. Autant le mental que le corps. On utilise vraiment l'entièreté du corps humain pour transformer et pour faciliter la transformation. Donc, c'est un coaching qui est différent d'un coaching conversationnel. C'est un coaching qui est différent d'un coaching mindset. C'est un coaching qui est très différent de soins énergétiques qu'on peut faire. C'est très différent parce qu'on utilise la totalité de ce qui est devant nous
et toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit du côté du coaché que du côté du coach. Donc, il y a souvent moins de conversations dans ces coachings. Il y a souvent plus d'espace pour les sensations et les émotions. Il y a souvent plus de silence que dans un coaching mindset ou conversationnel. C'est proche de la kinésio, mais ça n'utilise pas l'esprit. Non, je dirais pas que c'est proche de la kinésio. C'est vraiment une pratique à part où on va utiliser tous les corps, le corps mental, le corps physique, le corps énergétique, tous les corps, on va venir utiliser tous les corps, que ce soit en tant que coach ou en tant que coaché. Vous pouvez faire une séance de coaching somatique en tant que coach en disant 3 mots au début, 3 mots à la fin. C'est possible. Vous pouvez faire une séance de coaching somatique avec un dialogue interne à votre client sans que vous ayez besoin de vous intervenir dans vos compétences de coach, mais plus dans vos compétences d'être, pour le coup. C'est une facilitation de transformation qui est complètement différente. Et quand je parle de pure présence et de tenir l'espace, je parle de cette posture-là et de cette capacité à tenir l'espace. Tenir l'espace, ça engendre beaucoup de choses. Ça engendre votre capacité énergétique. Donc, le fait d'être déjà très, très là, très présente, très ancrée ici. Cette capacité à agrandir vos corps énergétiques pour que votre énergie vraiment, littéralement, si ça se voyait, si on avait des couleurs et qu'on les voyait, c'est comme étendre votre capacité énergétique pour soutenir l'espace. C'est venir utiliser les éléments, notre capacité énergétique en lien aux éléments, notre capacité à en fonction de ce qui se passe avec notre coaché, mais de venir utiliser plus le feu, plus l'air, plus l'eau, plus la terre, de venir vraiment utiliser ce dont il a besoin à partir de notre corps, ce dont il a besoin. Si c'est plus d'espace, on va être plus dans l'air. Si c'est plus d'ancrage, plus de terre. Si c'est plus de transformation et qu'on est dans une intensité de libération, plus de feu. Si on est dans une intensité de libération qui est différente, plus d'eau. On va venir utiliser notre corps et notre énergie et donc venir commencer à maîtriser notre énergie et à comprendre ce qui se passe dans l'invisible pour soutenir notre client. Pas que à travers nos mots, pas que à travers nos outils, mais à travers notre pure capacité de soutien énergétique. Vous savez, cette personne qui est à côté de vous, je suis sûre que vous faites la différence. Si on prend un exemple de la vie courante, il vous arrive un truc où vous êtes émotionnellement très chamboulé, peu importe ce qui vous arrive. Vous êtes émotionnellement, c'est compliqué. Vous êtes en train de pleurer, c'est des vrais pleurs, ça libère, c'est compliqué. Il y a une situation de vie qui fait que, voilà, peu importe, une rupture, un décès, une dispute. Vous êtes émotionnellement, c'est compliqué. Souvent, dans ces cas-là, il y a une phrase qui ressort souvent, c'est « je ne sais pas quoi dire ». Et j'ai envie de vous dire, souvent, quand on est chamboulé émotionnellement, ce que l'autre a à nous dire, on s'en fout. Soyons clairs. Parce que, oui, il peut y avoir des mots réconfortants, etc., mais souvent, on s'en fout. Ce qu'on veut dans ces moments-là, c'est que l'autre soit là. Et c'est souvent ce qui ressort. Juste, sois là. Mais si on va prendre des exemples extrêmes, c'est pas sois là à côté de moi sur le canapé comme ça, sur ton téléphone. Ça, je m'en fous. C'est pas ça que je veux. C'est sois là, en présence. Vous voulez même pas forcément un câlin, vous voulez même pas forcément un geste. Vous voulez sentir la présence de l'autre. On va prendre un autre exemple un peu plus joyeux. En couple, on aime se sentir en sécurité avec l'autre. On aime sentir que l'autre nous sécurise. Pas parce qu'on a un manque, un problème ou quoi que ce soit, mais on aime se sentir bien avec l'autre et se sentir en pleine sécurité. C'est du subtil. C'est pas forcément dans ses actes, dans ses paroles, dans ses gestes qu'on va le voir. Est-ce que ça vient ajouter? Bien sûr. Mais c'est dans la sensation qu'on a. Et c'est exactement la même chose dans notre relation coach-coaché. Utiliser nos capacités d'être
nos compétences invisibles pour apporter un soutien supplémentaire, pour amener la transformation à son terme, à son dénouement, pour amener notre client à se sentir safe, en pleine sécurité. Alors ça, évidemment qu'il y a toute la partie en amont, hein, de discussion, du fait de poser les limites, etc., qui y contribuent. Mais du coup, ça va y contribuer davantage. D'avoir aussi cette conscience, effectivement, de trauma informed, trauma aware, mais cette conscience du traumatisme, cette conscience des limites de la tolérance de notre client, de là où on l'emmène, de là où on s'arrête. Donc, d'une bonne connaissance aussi de qui il est, de la lecture entre les lignes, entre ce qu'il nous dit et ce qu'on ressent, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on entend. La pure présence, c'est, quand je parle de pure présence, je parle d'être là, ici, maintenant, et totalement là, ici et maintenant. J'irai même plus loin, hein, sans distraction, bien sûr, mode avion, tout ça, sans bruit, sans limite de temps. Parce que si votre client, il est en plein milieu d'une séance de coaching, dans une grosse transformation, vous n'allez pas lui dire « Ok, c'est la séance, c'est fini, salut, à la prochaine. » C'est quand même pas hyper cool. Et donc, ce soutien d'espace. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez de quoi je parle avec les exemples que je vous ai donnés? Le principe de le principe d'un coaching somatique, c'est d'utiliser vraiment des deux côtés. Oui, on coach notre client avec son système somatique, mais on coach aussi à partir de notre système somatique. Alors, oui, tout à fait, ça me parle, ça me plaît, tout à fait, c'est très puissant. Okay. On fait marcher notre totale intuition, nos ressentis absolus les plus purs. Alors, oui, Agnès, on fait marcher ça, mais pas que. On apprend et on développe et on maîtrise ça. Ce n'est pas juste de l'intuition et des ressentis, c'est aussi vraiment développer ses capacités d'être pour s'en servir. Vraiment se servir de ça, se servir de nos capacités. Ça doit demander toute son énergie. Non, 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 Laure, ça ne demande pas toute notre énergie. Pas du tout. C'est des capacités qu'on a, hein, vraiment. Et plus tu les pratiques, en fait, moins ça te demande. C'est comme tout. Tu sais, c'est comme n'importe quoi que tu apprends et que tu commences, ça te prend de l'énergie. Souvent, même quand tu fais une formation coaching ou une formation X ou Y dans n'importe quoi et que tu débutes, ça te prend de l'énergie parce que du coup, tu réfléchis, ça te prend plus d'attention. C'est pas encore genre comme un automatisme et ça te prend plus d'énergie, plus d'attention. Donc au début, peut-être que tu es capable de faire 2 séances de coaching par jour, ça te lessive parce que tu les prépares beaucoup, parce que ça te prend beaucoup d'énergie, etc. Et puis, à un moment donné, ça te prend beaucoup moins d'énergie parce qu'il y a beaucoup d'automatismes qui se sont créés et ça fait partie vraiment de toi, quoi. Se servir de ce qu'on n'utilise pas, exactement. C'est notre être et notre énergie naturelle, donc c'est inné. C'est inné, oui, notre énergie, c'est inné. On est des êtres énergétiques dans un corps physique, on est des êtres spirituels dans un corps physique. Donc, bien sûr que c'est inné. C'est inné, sauf qu'on n'a pas appris à s'en servir. Au contraire, on a plutôt appris à l'ignorer, voilà, à faire avec, mais on n'a pas appris à s'en servir. Donc, ça demande de grandir sa conscience. Ça demande de faire confiance à ses ressentis, donc d'agrandir son intuition et de faire confiance à ses ressentis. Et ça demande de pratiquer et de comprendre le système, de comprendre notre propre système somatique, notre propre système énergétique pour venir l'utiliser avec nos clients, l'utiliser à bon escient avec nos clients. J'ai conscience de mon magnétisme et quand je l'utilise régulièrement, c'est plus puissant et spontané. Ouais, le magnétisme, c'est en lien avec le soin. Là, on n'est pas dans le soin. On est dans le coaching et on est vraiment dans... c'est pas une question de magnétisme. C'est vraiment une question d'utiliser son être. Les exemples du quotidien que je vous ai donné, c'est pas du tout une question de don, de magnétisme ou de... C'est une question de pure présence. Je suis ici, là et maintenant. Je ne bouge pas. Je suis en totale présence. J'observe. J'écoute ce que tu me dis et j'écoute ce que j'entends aussi. Donc, ça peut être une tonalité de voix qui change chez votre client. Ça peut être
son visage qui se transforme à un moment donné. Ça peut être son corps qui fait ça à un moment donné. Là, on est purement dans la communication non verbale. Mais du coup, ça, déjà, pour remarquer ça, ça demande une pure présence. Ça demande d'être en pure présence avec vous-même aussi et d'observer que ce n'est pas vous qui êtes en train de faire ça, c'est pas vous qui êtes en train de... Voilà. Et du coup, d'utiliser tout ça. Vous savez, c'est comme... Naturellement, il y a des choses qu'on va faire. Tout le monde ne le fait pas d'ailleurs, hein, mais naturellement, il y a des choses qu'on va faire. Si vous arrivez en séance de coaching et que votre coaché, il est en énergie basse et que vous êtes en énergie haute, souvent, naturellement, vous allez baisser d'intensité. Parce que sinon, un truc qui ne colle pas, quoi. Votre client, il est en énergie basse, vous êtes en énergie haute, vous allez le saouler, en fait. Vous allez le saouler. Donc, vous allez naturellement le rejoindre. Tout le monde ne le fait pas, ça, par exemple, naturellement. Ça demande aussi de l'entraînement ou de l'attention particulière. Une pure présence aussi. Ça, c'est des petits exemples, mais c'est des exemples qu'on voit tout le temps, en fait, dans des relations ou dans du coaching. On va souvent voir ce genre d'exemple-là. Donc, la pure présence, c'est comment j'utilise consciemment, et j'insiste sur le consciemment et intentionnellement, tout ce que j'ai à ma disposition pour soutenir mon client. Donc, je maîtrise mon énergie et j'utilise on va dire les clés des 4 éléments. Ce n'est pas vraiment les 4 éléments qu'on va utiliser, mais les clés des 4 éléments, les significations des 4 éléments. Comment j'utilise ma posture, ma présence, mon énergie pour mon client. Comment, du coup, j'utilise ma voix et ma tonalité pour mon client. Et je change ma voix en fonction de ce que je veux transmettre à mon client énergétiquement. Comment je lui amène plus de paix, plus d'ancrage, plus d'espace dans tout ce que je lui dis, dans toutes mes réponses. Comment je parle à partir de mes centres énergétiques. Et du coup, ma voix se transforme pour transmettre des énergies complètement différentes à mon client. Comment j'utilise mon propre corps et mon propre système pour ressentir son système et pouvoir finalement l'accompagner au mieux en coaching. C'est vraiment comme si vous aviez une double compétence de coach. D'amener à la fois un coaching traditionnel et cette pure présence-là. Avec tout ce qu'on a vu avant, hein, ce self-leadership, cette responsabilité, etc. Ça demande aussi de créer un framework de coaching différent. Ça demande de venir créer finalement des séances de coaching différentes, avec une approche différente. Est-ce qu'une formation dans les énergies est essentielle ou pas forcément? Non, on n'est pas du tout dans les soins énergétiques, Reiki ou quoi que ce soit, ou dans la manipulation dans le bon sens, hein, la manipulation d'énergie et le soin énergétique sur l'autre. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans « je coach l'autre dans son entièreté ». Je vois bien que ça vous fait poser des questions, mais voyez à quel point ça vous fait poser des questions parce que ce n'est pas quelque chose de naturel en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup transmis et beaucoup utilisé. Reconnaître l'humain, c'est reconnaître toutes les facettes de l'humain, mais c'est utiliser l'entièreté de l'humain. Donc, c'est accompagner notre coach, notre coaché, dans tout son être, en fait. Bien sûr qu'on va discuter, questionner, ok, mental. Très bien. Oui, on va utiliser ça. Mais bien sûr qu'on va venir utiliser son corps. Toutes ces mémoires sont là. Toutes ces croyances limitantes, ces mémoires sont dans son corps. 80% des infos circulent dans ce sens-là. Du corps vers la tête, pas l'inverse. Encore une fois, notre cerveau, c'est une carte mémoire limitée qui retient, qui résume, qui est binaire, donc qui aime bien classer bien mal parce que c'est plus facile, qui résume les choses et qui adore les généralités. On l'a vu hier. Vous m'avez même donné un exemple en commentaire. On a vu hier comme on aime simplifier parce que du coup, c'est plus facile à retenir, c'est plus facile à comprendre. Donc, on simplifie beaucoup, on généralise beaucoup. Donc, évidemment, quand on se crée des croyances limitantes, qu'on a des mémoires, notre cerveau, il nous sert la croyance limitante. C'est le résumé,
Mais c'est le résumé de quoi, en fait? C'est le résumé d'une situation passée, d'un événement, d'une mémoire qu'on a, de quelque chose qui nous est arrivé, de quelque chose qu'on a retenu. Et où ça se trouve tout ça, en fait? Cette source-là, cette racine-là, ça se trouve où? Ça se trouve dans notre corps, pas dans notre tête. Quand on parle de système nerveux, le système nerveux, il va là. Le système nerveux, il est partout dans notre corps. Le système nerveux qui va nous amener beaucoup de paix et de sérénité est dans notre ventre. Il n'est pas dans notre tête, il est dans notre ventre. Donc 80% des infos sont stockées dans notre corps et du coup sont transmises de notre corps à notre tête. Donc finalement, pourquoi coacher que notre tête? Pourquoi venir coacher 20% des infos? Au lieu de venir finalement coacher en somatique par le corps. Alors, je regarde ce que vous me dites. Peut-être que ça se fait naturellement, mais que les mots n'étaient pas posés. Naturellement, mais du coup, pas consciemment. En fait, pas intentionnellement. Tu vois ce que je veux dire? Le naturellement, c'est go with the flow, quoi. Ça peut être très bien, mais du coup, il n'y a pas cette conscience et intentionnalité d'utilisation, entre guillemets. On le fait assez naturellement avec les enfants en tant que maman. Bon, bah, pas toutes les mamans. Hein. Si tu le fais, Carole, tant mieux, tes enfants, ils ont de la chance, mais pas toutes les mamans. Hein. Enfin, vraiment, en tout cas, moi, c'est parce que je vois dans la rue parfois. Hein. Les cerveaux empiriques et notre cerveau dans notre ventre. Oui. Les traumas s'inscrivent dans notre ADN, bien sûr. Mais toutes nos mémoires, elles sont dans notre corps, elles sont dans notre ADN. Tout est engrammé dans notre corps, encodé dans notre corps. Sinon, simplement, mais ça, on en reparlera aussi au jour 4, beaucoup. On va parler de lever les résistances, justement, et du corps. Mais pourquoi, quand vous décidez quelque chose, quand vous savez quelque chose, vous savez ce truc de « je sais exactement ce qu'il faut que je fasse ». Je sais exactement, hier on parlait de plaisir immédiat, je sais exactement ce qu'il faut que je mange pour me sentir bien, pour me sentir énergisée, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et pourtant, je ne le fais pas. Alors on va se dire, je ne le fais pas parce que mes goûts, parce que si, mais je ne le fais pas parce que si tu le sais vraiment, que tu as fait la démarche et que c'est si difficile de changer de comportement, pourquoi c'est si difficile de changer de comportement quand on sait ce qui est bon pour nous? Pourquoi c'est si difficile de faire du sport alors qu'on sait que ça nous fait du bien et on ne le fait pas? Pourquoi c'est si difficile de faire cette action qu'on sait c'est la bonne action, on sait que c'est la bonne action, pourtant on procrastine? Parce qu'il y a une dissonance entre l'esprit et le corps. L'esprit, il sait. Il est analytique, il est rationnel, donc oui, il sait. Oui, je sais comment je dois manger pour me sentir bien. Pourtant, il y a quelque part quelque chose dans mon corps qui vient créer cette résistance et qui fait que du coup, j'y vais pas. Et que du coup, je passe pas à l'action. Et que du coup, je mets pas en place les changements. Donc, c'est le corps qui dirige, pas la tête. C'est une illusion que notre tête décide, dirige, etc. Notre corps dirige. Et c'est très bien comme ça. Mais du coup, notre corps, il demande à être coaché, à être libéré, à être activé pour du coup avancer dans la bonne direction. Donc oui, les traumas en font partie, les blessures, les mémoires, pas que, hein, il n'y a pas que de la libération, il y a aussi tout l'aspect, au contraire, créatif qui entre en compte. C'est vrai, la conscience et l'intentionnalité, c'est tellement puissant. Bien sûr, et ça change tout, la conscience et l'intentionnalité. Quand je vous dis c'est un total nouveau framework de coaching, c'est que du coup, on ne coach plus de la même façon, on n'utilise plus les outils de la même façon, on amène notre coaché dans un nouvel espace. Ok, comment vous vous sentez avec tout ce que je vous ai dit? Tout ça, encore une fois, c'est, en tout cas pour moi,
c'est des choses qui ont révolutionné plusieurs choses. C'est des choses qui ont révolutionné ma manière de coacher mes clients. C'est des choses qui ont révolutionné ma façon de m'auto-coacher. Et révolutionner aussi les coachs que je choisis. Pourquoi? Parce que simplement, il y a eu un moment dans ma pratique de coach, je vous le disais hier, où je doutais de mes capacités en tant que coach. Il y a eu un moment où je doutais de mes capacités et de mon talent à coacher, malgré les retours que j'avais. Je me disais, il y a un truc, il y avait des fois des choses sur lesquelles on bloquait en coaching avec mes clientes et je sentais comme si on n'avait pas la main dessus. J'avais pas la main, elle n'avait pas la main et on bloquait. Et puis, il y a eu des fois où moi, je bloquais, où je travaillais des choses et puis il y avait des croyances, des histoires qui revenaient sans cesse. J'avais l'impression que c'était OK et puis ça revenait. Alors, OK, nos croyances ont souvent plusieurs couches, très bien. Mais s'il y a plusieurs couches, ça veut dire que j'ai toujours pas accédé à la racine de tout ça. Donc, j'ai vécu ça en tant que cliente dans des coachings conversationnels où je voyais qu'en fait, ouais, je peux pas dire qu'on n'avance pas, je peux pas dire que ça me fait pas du bien, mais bon, on rame quand même un peu. Et je le vivais en tant que coach en me disant, je sens que la transformation peut être plus grande, je sens qu'on peut aller encore plus loin que ça. Pourtant, j'avais déjà le coaching et le human design qui m'aidaient vraiment à connecter mes clients d'une autre façon et à, du coup, créer vraiment des accompagnements sur mesure et à respecter leur intégrité, tout ça. Je me dis, c'est pas possible, il y a autre chose. J'utilisais l'énergétique. Bon, je ne peux pas expliquer cette sensation que j'ai eue. Et comme je vous le disais hier, quand il y a cette sensation, pour moi, c'est qu'il y a autre chose qui est disponible et du coup, autre chose qui m'attend. Et quand j'ai découvert le coaching somatique, que j'ai commencé à pratiquer pour moi le coaching somatique, à prendre des coachs qui étaient formés en coaching somatique, à voir les résultats que j'avais et la douceur du coaching, le fait que j'avais plus cette sensation de forcer, comme si, au lieu d'être dans une énergie de force, à vouloir reframer ce que je pensais, à vouloir, voilà, des fois me faire mal à la tête d'essayer de changer les croyances, etc., ou à ne travailler finalement que sur la partie énergétique, mais avoir comme une espèce de déconnexion, j'ai commencé à avoir à aller vers finalement un chemin avec moins de résistance, avec certes des libérations plus intenses, mais c'est comme si j'étais passée de l'énergie de force à l'énergie source. J'arrive à travers mon corps à avoir accès à la source, à la racine de ma croyance. Souvent, je donne cette image, mais elle est assez vraie, c'est comme l'image d'un arbre. Vos pensées là-haut, c'est les branches. Oui, vous pouvez couper la branche, mais la branche, elle repousse en fait, d'une autre façon, dans une autre direction, mais elle repousse. Si vous voulez changer la bonne santé d'une branche et la bonne santé de toutes vos branches, nourrissez les racines. Allez voir les racines. Ben là, c'est exactement la même chose. Mon cerveau, c'est toutes les branches. Et Dieu sait s'il y en a des pensées contradictoires, des histoires à raconter, plein de choses. Il y a plein de trucs là-dedans. C'est ultra puissant, ça permet de créer des trucs de ouf. On adore notre mental. Comme des fois, on le déteste un peu. Mais pourtant, c'est un outil extraordinaire, mais qui demande à être entretenu. Et qui surtout, au fur et à mesure où on avance, nous montre les endroits. Notre mental, il nous alerte, il nous montre des croyances limitantes, des blocages, des choses, des sensations qu'on a. Il nous dit, regarde là, là, il y a un truc. Il y a un truc. Mais ne te focalise pas sur le truc, focalise-toi sur la racine. C'est exactement ce que fait le coaching somatique. Donc, quand j'ai commencé à vivre ça pour moi, je me suis dit, non, attends, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est plus doux. Parce qu'aussi, ça redonne complètement le pouvoir au client. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'écouter ma coach parler ou ma mentor parler. Parce que les mentors, on se sert de leur expérience. Je ne suis pas en train d'écouter ma mentor m'expliquer comment elle a fait ou ce qui s'est passé pour elle. Je ne suis pas en train d'écouter ma coach parler et me poser des questions. En plus, soit dit en passant, bon, en tant que projecteur, plus tu me poses du question, plus mon mental il est au taquet et il ne s'arrêterait jamais. Je reprends complètement ma puissance parce que c'est moi qui visite mon corps, c'est moi qui découvre ce qui se cache dessous, et c'est la médecine de mon corps qui me permet de réécrire l'histoire.
Donc, en fait, ça me donnait énormément d'autonomie. Ça me redonnait complètement mon pouvoir et ma puissance. Complètement ma responsabilité. Donc, autant vous dire que j'ai adoré. Je me suis dit, OK, où est-ce que je me forme à ce truc? Moi aussi, je veux développer ça. Je veux développer ces compétences. Et toute la partie pure présence, etc., je le faisais déjà aussi. Pas intentionnellement, consciemment, mais je le faisais déjà. J'avais déjà cette éthique, en tout cas, de dire on décale la séance, là, c'est pas possible. J'avais déjà développé beaucoup cette vulnérabilité, etc. Pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel, mais c'était pas du tout fait de manière intentionnelle. Donc, quand je me suis formée au coaching somatique et que j'ai commencé à pratiquer avec mes clientes, j'ai fait OK, d'accord, ça va bien se passer, ça va être génial. Et en même temps, comme toujours, étant vraiment formée au Human Design et ayant vraiment le Human Design en moi, c'était engrammé en moi, je voyais aussi qu'il y avait des trucs qui faisaient que, des fois, je me disais, ça c'est dommage parce que, du coup, cet exercice, un peu reframé, il me convenait parfaitement et là, il n'est pas exactement conçu pour moi. Alors, le fait que je sois formée, je l'adapte, c'est pas le problème. Mais du coup, dans ma pratique avec mes clientes, j'ai commencé à pratiquer en somatique, à ajouter le Human Design avec. Et du coup, à venir créer le Human Design somatique, qui est du coaching somatique, mais avec le Human Design en plus qui amène des précisions particulières. En fonction des types en Human Design, en fonction des énergies, en fonction des sens qu'on a le plus développés, en fonction de certains des centres, comme je vous disais, énergétiques, en fonction de plein de choses, en fonction des éléments clés du Human Design. Non seulement je continue à adapter complètement mon coaching, ce que je faisais déjà avant, et à faire du sur-mesure pour mes clients, à respecter vraiment la circulation de leur énergie, le fonctionnement de leur corps et de leur mental, tout ça. Chose que je faisais déjà avant, du sur-mesure plus précis, d'utiliser des questionnements spécifiques en fonction des profils, etc., que j'en fasse de moi. Mais en plus, j'adaptais le coaching somatique à ça. Et je suis toujours mon premier cobaye, donc je pratique toujours sur moi d'abord. Moi d'abord. Donc, je pratique sur moi. Il y a des exercices que j'ai appris, que j'ai adaptés pour moi. Et je me suis dit, OK, donc en tant que projecteur, en tant que ci, en tant que ça, très bien. J'adapte à moi. Et puis, j'adapte à mes clientes. Et je vois les choses qui se créent, l'alignement qui se crée, le déconditionnement qui se crée. Je vois que parfois, le coaching somatique nous amène dans des trucs incroyables, permettent de soulever des choses, de transformer et de faire ça beaucoup plus en douceur que si on était resté sur un coaching mindset ou si on était resté sur du soin énergétique, qui pour le coup ne rend pas sa puissance à l'autre et n'autonomise pas l'autre. Parce que quand on va voir quelqu'un qui pratique de l'énergétique, bon, en principe, si on en veut encore, on retourne voir cette personne-là. Et du coup, j'ai créé le Human Design somatique, une pratique qui alliait mes deux obsessions, mes deux chouchous, mes deux compétences ultimes, voilà, les deux choses qui ont, à chaque moment centré dans ma vie, radicalement changé ma vie, à moi, mon bien-être et ma capacité d'accompagner. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Coacher le corps, ok. C'est la différence entre la cause et le symptôme. Exactement. Le HD n'est pas nécessaire en coaching somatique. Non, le HD n'est pas nécessaire au coaching somatique. Il n'est pas nécessaire. Tu peux coacher, vraiment utiliser le coaching somatique. Donc, toute cette partie pure présence dont on a parlé, et puis tous les protocoles somatiques et toutes les techniques somatiques. Et voilà. Tu peux utiliser que le coaching somatique. Le Human Design, il amène cette unicité qui me tient à cœur. Parce qu'une de mes troisièmes valeurs, c'est vraiment cette unicité-là. Et cette adaptation du coaching en fonction de la personne, le respect de l'intégrité de la personne, le respect de son énergie, de qui il est, les subtilités, en fait, les subtilités de son être. C'est comme le questionnement en coaching. Tu peux coacher, tu peux faire du coaching mindset, du coaching classique pour n'importe quoi. Mais tu peux aussi utiliser l'human design en coaching.
Et là, du coup, tes questionnements sont différents en fonction que tu as en face de toi un générateur ou un projecteur. Ce n'est pas les mêmes questions. Ce n'est pas la même façon de poser des questions. Et du coup, de permettre au coaché d'avoir de vraies réponses. Ce n'est pas la même façon de poser des questions. Comme ce n'est pas les mêmes sujets forcément que tu vas aborder en fonction de son schéma Human Design. Ce n'est pas les mêmes boutons sur lesquels tu vas appuyer pour faire réagir ton coaché, pour lui permettre d'aller plus loin, pour lui permettre de connecter. Pas la même chose. C'est potentiellement pas les mêmes talents que tu vas aller soulever. J'ai l'habitude de dire que le Human Design, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que tout ça, si tu es attentive, tu vas faire une séance, 2 séances, 3 séances avec ton coaché, tu vas commencer à voir les questions qui fonctionnent, les questions qui fonctionnent moins, tu vas commencer à framer ton coaching en fonction de la personne que tu as en face de toi. Okay, et on est bien d'accord que rien de tel que la personne que tu as en face de toi. En quoi l'Human Design, c'est un accélérateur? L'Human Design, c'est un accélérateur parce que du coup, tu as sa charte sous les yeux. Donc, dès la séance 1, tu vas dans ce qui apparaît comme étant juste pour lui. Ce qui comptera toujours in fine, c'est ce qui se passe en face de toi. Mais du coup, tu accélères le rythme en disant, OK, telle personne, tel type, tel profil, son schéma, je vois ça sur son schéma. Donc, ça demande de savoir lire, évidemment, un schéma HD. Je vois ça sur son schéma. Donc, on va aller dans tel questionnement, on va partir de ça. OK, il me dit ça, moi, je vois ça sur le schéma. Et du coup, je coach en fonction. C'est pas lire le Human Design. Parce que souvent, le Human Design, il est utilisé en pure lecture, comme un thème astral. Je fais la lecture du thème astral, je fais la lecture du Human Design, et donc, je prends un schéma, je le lis, et je donne beaucoup d'informations à mon client. Le Human Design utilisé en coaching, il demande de savoir lire la charte, mais il n'est pas là pour lire une charte, il est là pour adapter ton coaching, ton questionnement, ta posture, repérer les conditionnements plus facilement, en écoutant et en observant le schéma et en se disant « Ah, là, on est dedans, c'est ça ». Et du coup, à plonger. Tu peux faire entièrement un coaching HD sans parler du Human Design à ton client, mais en ayant complètement adapté et donc fait un sur-mesure à ton client en fonction de ce qu'il y a devant toi et de ce que tu vois sur sa charte. Et en Human Design somatique, c'est pareil. C'est pareil, il y a des choses plus évidentes, c'est-à-dire qu'en Human Design somatique, on va aussi utiliser les 7 chakras comme des centres énergétiques. En HD, il y en a 9. Donc, on va aussi utiliser les choses différemment dans certains outils. Mais on va aussi utiliser le Human Design pour les libérations émotionnelles et du coup, aller voir exactement sur la charte le principal trauma que la personne a, ou aller observer quels centres sont définis, pas définis, quel type j'ai en face de moi, comment j'adapte du coup ma guidance, mes exercices, l'accompagnement. Ça permet de comprendre les réactions aussi des clients, ça permet de comprendre les émotions qui sont en train de ressortir. Donc non, tu n'es pas obligé d'utiliser. Moi, c'est ce que j'ai créé pour moi parce que c'est ce qui est le plus aligné avec moi. C'est-à-dire que le Human Design somatique, je rends complètement le pouvoir au client. Je suis dans un coaching qui, pour moi, est le coaching du futur de la pure présence aussi. Et je suis beaucoup plus précise dans mon vocabulaire utilisé quand je guide ou dans l'énergie qui est échangée avec mon client grâce au Human Design. Et j'adapte aussi des questionnements. Quand on est en coaching, on questionne, j'adapte aussi des questionnements. Alors, Élevie, je ne suis pas dans le coaching, je suis plutôt dans la thérapie, mais je viens du mouvement avec beaucoup de somatique et je me rends compte dans tout ce que tu dis que c'est sûrement ce qui fait la différence dans mes accompagnements, même si j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je fais. C'est le côté de mon génie inné en bonne MG que je ne reconnais pas encore complètement. Okay. On a besoin d'avoir accès à certaines infos pour construire l'Human Design de son client et travailler avec. Oui, l'heure, la date et le lieu de naissance. C'est tout ce dont tu as besoin pour avoir son Human Design et pour pouvoir travailler avec. Et savoir lire le Human Design, évidemment. Évidemment. Avant de clôturer ce second live, je voulais vous parler, puisque vous le savez, je vous l'ai dit au début, cet événement, il est créé pour vous ouvrir à d'autres choses, pour vous transmettre des choses, pour vous permettre de, comme hier, ressentir, vous activer, pour apprendre aussi des choses, que ce soit sur la relation
sur la relation avec le client, que ce soit sur la relation avec vous-même, que ce soit sur votre pratique de coaching ou votre business. Cet événement, il est aussi là à l'occasion on va pas dire de l'ouverture des portes parce que les portes sont ouvertes, mais c'est aussi là à l'occasion de la première session de la formation Human Design somatique qui commence en septembre. Donc, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de ces formations-là et pour vous annoncer aussi, vous ouvrir la porte aux questions et vous annoncer aussi les surprises qui vous attendent parce que vous faites partie de cette masterclass et parce que vous êtes là et parce que le sujet vous intéresse et parce que, voilà, juste vous êtes là. Donc, Become a Humanist Coach, ma marque Become a Humanist Coach, c'est un espace où je forme des coachs. Je forme des coachs. Alors, coach, encore une fois, coach, c'est le mot que j'ai choisi. Mais si vous êtes thérapeute ou quoi que ce soit, dans la formation en Human Design, j'ai absolument tous les métiers. J'ai des décorateurs d'intérieur, j'ai des architectes, j'ai des freelances, de tout, des graphistes, des coachs, des thérapeutes, etc., qui font la première formation, qui est la première formation que j'ai créée, la formation en Human Design holistique. Cette formation en Human Design holistique, elle est là pour vous apprendre le Human Design, pour vous apprendre à lire une charte en Human Design. Donc, vous apprendre à lire, faire des lectures si vous avez envie, et vous apprendre à coacher avec le Human Design, à utiliser ça dans votre coaching ou dans vos services. Parce qu'en Human Design, on voit énormément de choses. Le HD, j'aurai l'occasion de vous en parler demain, parce qu'on va parler justement de cette individualité et unicité. Donc, je vais aussi vous amener des outils et des clés concrètes demain par rapport au Human Design. Le Human Design, il vous donne accès à tout un tas d'informations. Les conditionnements, les talents, le fonctionnement de votre client, le fonctionnement optimal de votre client, son processus créatif, son process énergétique. Il vous donne accès aussi à toute une partie subtile en termes de santé, donc sa meilleure façon de digérer les informations et les aliments, le meilleur environnement pour lui, la compréhension de comment fonctionne son mindset, etc. Donc, il y a plein d'éléments clés quand on est coach, et pas que. La raison pour laquelle j'ai plein de décorateurs, d'architectes, par exemple, c'est notamment pour les choses en lien avec l'environnement, par exemple, ou le système énergétique du client. Il y a beaucoup de graphistes, de consultants aussi qui viennent parce que ça les aide à accompagner leurs clients en termes de leadership, ça les aide bref, à plein de choses. C'est très, 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 très vaste. Donc, cette première formation, c'est une formation qui est 100% enregistrée. C'est une formation que vous suivez à votre rythme, que vous faites vraiment à votre rythme. Et c'est surtout une formation donc, pour apprendre à lire et à coacher avec le Human Design. Ça, c'est la première chose. Elle est ouverte tout le temps, elle est disponible tout le temps. La deuxième formation qui commence en septembre et qui, pour le coup, est datée, il y a des appels à suivre, il y a des choses, donc ça commence le 11 septembre pour 6 mois, c'est la formation en Human Design somatique pour devenir coach en Human Design somatique. Dans cette formation, vous allez apprendre tout ce que je vous ai donné aujourd'hui. Cette pure présence, l'utilisation du corps, le fait de coacher le corps, le fait d'accompagner l'autre dans sa puissance, le fait d'accompagner la médecine du corps, le fait de questionner le corps, le fait de... Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est dans cette formation. Autant pour les coachs que pour les thérapeutes, que peu importe. Vous allez vraiment apprendre cette posture-là et à accompagner. Que vous soyez thérapeute, coach, consultant, peu importe. C'est vraiment, encore une fois, c'est toujours une question de est-ce que je me sens appelée, pas est-ce que ça va avec ma pratique actuelle, est-ce que ça va avec mon métier actuel, c'est est-ce que vous vous sentez appelé, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est, oui, utile pour vous-même déjà, bon pour vous, etc. Ces formations, c'est mes masterpieces, j'ai envie de dire. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai mis beaucoup d'intentionnalité, beaucoup d'attention, beaucoup de connaissances, beaucoup de présence. Et au-delà de ces formations, c'est vraiment l'entreprise BAC, Become a Humanist Coach, qui va compter, puisqu'elle porte ces valeurs de liberté, d'autonomie, d'humanisme, d'unicité. Tout ça, c'est des valeurs fortes chez BAC qu'on a créées, et c'est la communauté BAC qu'on a créée. Puisque dans cette communauté BAC, on respecte l'unicité de chacun, le rythme de chacun. Donc, c'est pour ça que la première formation Human Design, vous la faites comme vous voulez, à votre rythme, vraiment à votre rythme. Et vous avez accès à la communauté BAC avec
moi comme coach et mentor, formatrice, et Estelle comme coach et mentor, formatrice. Et vous avez accès à 2 appels par mois pour autant de temps que vous le souhaitez. Si la formation, elle vous prend 6 mois, tant mieux. Si la formation, elle vous prend 12 mois, tant mieux. Si la formation vous prend 2 mois, tant mieux. Vous la faites à votre rythme, en vous respectant vous, en respectant votre capacité d'apprentissage, votre envie de rapidité ou non, en laissant la place à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle. Vous avez accès à nous deux. Estelle est particulièrement là pour vous soutenir, pour vous motiver, pour répondre à vos questions, pour que vous ayez accès à elle si vous sentez un coup de mou, si vous procrastinez, s'il y a un truc qui coince. Voilà, c'est vraiment la coach de soutien par excellence. Moi, je suis là dans tous les appels, 2 fois par mois. On a un appel de Q&A, un appel de pratique dans cette magnifique communauté des bacs alumni. Donc, dans cette communauté Facebook, il y a tous les anciens élèves de bac. Tout le monde a accès à ces 2 appels par mois pour autant de temps qu'il a envie. Je supervise, je coach, j'accompagne, je réponds aux questions, je pratique avec vous tous les mois. C'est vraiment le format qu'on a choisi pour que vous puissiez apprendre le Human Design, l'intégrer dans votre vie aussi pour vous déconditionner et vous transformer vous-même. Puisque il y a une grande valeur d'autonomie, de self-leadership, vous l'avez compris. Je tiens aussi à ce self-leadership. Donc, les formations sont conçues pour que vous vous transformiez vous-même pour amener cette transformation à vos clients derrière. Donc, toute la formation Human Design, vous allez bien sûr plonger dans le vôtre de Human Design. Vous allez bien sûr voir vos conditionnements, vos talents, venir faire le travail de déconditionnement, le travail d'alignement pour vous avant de l'amener à vos clients. Ou en même temps que vous l'amenez à vos clients. La formation Human Design somatique, les 2 sont indépendants. Vous pouvez faire l'une, l'autre, les 2, le parcours en entier si vous avez envie. La formation Human Design somatique, elle est plus confidentielle pour l'instant. Donc, confidentielle dans le sens plus intime. Vous n'aurez pas accès à la communauté BAC Alumni tout de suite parce que vous allez avoir accès à la communauté propre à la formation Human Design somatique. Pour avoir un appel par semaine, un module par semaine. C'est une formation qui est très tournée pratique, beaucoup plus que théorique, qui est très tournée pratique, parce que c'est ça qui va être l'élément clé. Vous avez bien compris que la pure présence, je peux vous l'expliquer pendant 3 heures si vous voulez, mais à un moment donné, ce qui va compter, c'est de pratiquer, de s'entraîner, c'est de faire des exercices qui vous font prendre conscience de réellement ce que ça veut dire, parce que lorsqu'il s'agit de présence et lorsqu'il s'agit de sensations, d'émotions et de point physique, ce qui va compter, c'est ce que vous allez ressentir. Donc, pareil, cette formation, elle est faite pour que vous viviez le truc, que vous vous transformiez, que vous veniez faire ce travail de tout ce que je vais vous proposer et d'amener ça ensuite à vos clients. Non, Laure, il ne faut pas être formé en HD pour faire la formation en HD somatique. C'est ce que je vous dis, les 2 formations sont indépendantes. Si tu veux juste le HD, si tu veux apprendre à lire une charte HD complète, donc faire les liens entre les infos, vraiment lire la charte et utiliser le HD dans ton coaching ou commercialiser des lectures aussi en HD, c'est la formation en Human Design holistique. Tu veux devenir experte en Human Design. Si tu veux utiliser le coaching somatique et le HD somatique, c'est la 2e formation. Dans la formation en Human Design somatique, tu ne vas pas apprendre à lire la charte, faire les liens, etc. Tu vas apprendre à utiliser des éléments précis du Human Design sur la charte pour l'utiliser en coaching somatique. Donc, dans la formation Human Design somatique, il y a tout un récap HD des bases et ensuite, il y a des éléments clés qu'on utilise. Le Human Design somatique, c'est du coaching somatique avec des éléments clés du HD, de lecture précise. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de créer du lien, de tout savoir lire, d'avoir toutes les infos. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser des clés très précises pour venir adapter le coaching somatique à la personne qu'on a en face et s'assurer d'être vraiment dans un respect de son fonctionnement, de son intégrité et d'adapter le vocabulaire aussi à la personne qu'on a en face de nous. Donc, c'est complètement indépendant. Tu peux te former au HD somatique sans te former au Human Design. Il n'y a pas de sujet. Comme tu peux faire les 2 aussi, c'est vraiment comme tu as envie. Donc, ces 2 formations-là sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. La formation en Human Design, pour devenir expert en Human Design, elle est vraiment ouverte tout le temps. Vous pouvez y rentrer absolument quand vous voulez, quand vous le désirez. Il n'y a pas de date de début, date de fin. Vous intégrez tout de suite la communauté BAC.
et vous faites vraiment à votre rythme et vous êtes tout de suite dans le bain, vous pouvez vous poser vos questions à tout moment et vous avez accès aux appels. La formation Human Design Somatique, elle commence le 11 septembre. Et du coup, j'ai évidemment des surprises pour vous pour déjà ce premier lancement de formation et pour vraiment aller pour ce lancement et cette ouverture de porte, tout simplement. Donc, la formation Human Design Somatique, il y a deux choses qui se passent. Il y a la première, c'est qu'il y a un tarif préférentiel en ce moment qui est disponible pour la formation en Human Design Somatique seule et pour le combo des deux formations si vous avez envie de faire la totale et de former à tout. Et jusqu'au 31 juillet, donc jusqu'à lundi soir, il y a un paiement en 12 fois qui est disponible. Il y a une extension de plan de paiement qui est disponible, pareil, que ce soit pour la formation en HD somatique ou le combo des deux si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire les deux formations et de rentrer complètement dans mon univers de coach humaniste. Ça, c'est jusqu'à lundi soir. Le paiement en 12 fois, il est dispo jusqu'à lundi soir. Et la promo, elle va être dispo un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas quelle est la date de fin encore, mais elle va être dispo jusqu'à mi-août, je pense, cette promo, pour rejoindre la formation Human Design Somatique. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui, sur les formations, sur tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Je vous retrouve que... Ah, vous êtes là. Voilà. Donc, ces formations, c'est ce qui représente les coachs humanistes pour moi. Qu'est-ce que j'appelle coach humaniste? Parce que souvent, on me dit oh, c'est un peu antinomique. Ben, moi, je ne trouve pas. Le coach humaniste, c'est vraiment un coach qui met l'humain et donc son client au cœur de tout, au cœur de son accompagnement. Et c'est un coaching qui vraiment prend en compte l'intégrité de l'être humain. Donc, deux choses, sa multidimensionnalité et donc le fait de coacher toutes les parts de notre client et tous les aspects de son corps et de ses corps. Et respecter l'intégrité de son client, c'est pour moi vraiment être capable de nous adapter à notre client et à son human design. Pour moi, c'est mon outil de prédilection, mais de s'adapter à son fonctionnement, de respecter son système énergétique, de vraiment venir respecter et mettre en valeur son unicité. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux choses, la multidimensionnalité et le respect complet et total de son unicité, en plus de tout le reste. C'est vraiment les deux clés pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi créé ces deux formations. C'est parce que vraiment, l'une met l'accent sur l'unicité, la première formation que j'ai créée, mais vraiment en exergue cette unicité et la multidimensionnalité. Et la deuxième formation, on va beaucoup plus loin dans la multidimensionnalité, on va beaucoup plus loin dans le fait de redonner encore plus son pouvoir à l'autre et dans le fait aussi de respecter son unicité, son intégrité. C'est vraiment les choses qui sont extrêmement importantes. Dans ma façon d'amener l'Human Design, j'ai une façon d'amener l'Human Design qui est très ouverte, qui est très tolérante, qui est très bienveillante. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé, qui ont été rebutés par le HD ou par d'autres choses. Moi, vous ne m'entendrez jamais dire « en tant que ça, tu peux pas, avec ça, tu peux ». Non, on peut tout. On peut tout. Le Human Design, il n'est pas là pour nous dire ce qu'on peut être, ce qu'on ne peut pas être, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Le Human Design que j'utilise et que moi, je prône, c'est un Human Design qui est hyper ouvert, bienveillant et empuissançant, qui montre à la personne les talents innés, qui montre à la personne comment se déconditionner, qui montre à la personne comment fonctionner de manière optimale pour créer, pour vivre, pour s'aligner. Donc, c'est un vrai outil d'alignement et d'empuissancement. Pas du tout un outil de restriction ou d'étiquette et de case, comme je peux encore le voir ou l'entendre parfois aussi. Alors, j'avais déjà commencé à regarder l'Human Design pour moi. Ok, Séverine. Et Lévi, tu t'es formée en coaching somatique spécifiquement ou tu as fait une formation en somatique à part entière ou autre? Je me suis formée en coaching somatique. Alors moi, je suis une avaleuse de formation. Hein, et ça, il faut le savoir, j'adore les formations. Donc, je fais beaucoup de formations. Je fais toujours des formations en cours. Donc, je me suis formée au coaching somatique. Je me suis formée... J'ai fait une petite formation spécifique sur le système nerveux. Je me suis formée... à certaines pratiques énergétiques aussi.
Quoi d'autre? J'en ai fait tellement des formations. Mais pour moi, c'est pas ça qui va compter le plus, en fait. C'est pas tant que je fais des formations ou pas. Moi, je fais des formations parce que j'aime faire des formations. Euh, ce qui compte le plus et ce qui me donne ma légitimité, pour moi déjà, dans ma sensation de me sentir légitime, c'est la pratique et l'expérimentation et l'expérience que j'en ai fait sur moi et sur les autres. Une fois la formation terminée, je pourrais le proposer direct. Oui, oui, bien sûr. Oui, je travaille. Alors, je travaille pas qu'à distance, je fais aussi des immersions parfois, ou des coachings en présentiel parfois, mais pour les formations, oui, elles sont à distance, les formations. Et oui, Séverine, tu pourras vraiment utiliser la formation directe. Que ce soit la formation HD ou la formation somatique, oui, tu pourras utiliser les formations directes après et même, j'ai envie de te dire, pendant que tu te formes. Parce que le Human Design, il y a plein de couches au Human Design, donc tu n'es pas obligé de tout savoir pour te lancer déjà. Tu peux utiliser des points précis. Et pareil pour le Human Design somatique, c'est la même chose. Tu vas aussi pouvoir intégrer déjà des choses au fur et à mesure dans le travail avec tes clients. Si on n'a pas d'expérience, comment attirer des clients? Ah ben Séverine, j'ai envie de te dire, on a tous commencé comme ça. Hein. On a tous commencé avec 0 client et 0 abonnés. Tous pareil. Donc, souvent, tu sais, ce que je répète à mes clients, c'est que la question en comment, elle arrive toujours trop tôt. C'est toujours une distraction de notre cerveau. Comment attirer des clients? Si tu es vraiment honnête avec toi, je pense que tu sais comment attirer des clients. Tu sais, en tout cas, quoi faire pour te mettre dans cette posture d'aller chercher du client. Mais du coup, voilà, la question, c'est pas comment attirer les clients, c'est qu'est-ce qui te retient d'y aller et de le faire. Parce qu'on a toutes commencé comme ça, n'importe quel thérapeute ou coach a commencé avec 0 abonné sur les réseaux ou 0 contact et 0 client. On a tous commencé de la même façon. Donc après, il y a plein de stratégies business différentes pour attirer des clients. Mais là, on est dans la stratégie business. On n'est pas dans la partie coaching, on est dans la partie stratégie business. Ok, 1h43 qu'on est ensemble, tout va bien. J'avais dit que je ne dépassais pas l'heure. Je ne sais pas faire. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est OK pour vous pour cette partie-là? Évidemment, je vais vous faire un post récap. Je vous envoie le replay déjà de ce live pour toutes celles qui n'ont pas pu être là en live. Et je vais mettre sur le groupe les liens pour les formations pour que vous puissiez aller voir les programmes, ressentir la vibe, voir si ça vous appelle, si ça vous plaît, etc. Voir les offres qui sont proposées, tout ça. Et Régine, je vais vous mettre tous les liens sur le groupe. Et je vous les remets dans le mail aussi, bien sûr, pour que vous ayez accès tout le temps. Donc, les infos importantes en termes de logistique, on va dire, c'est que lundi soir, le paiement 12 fois s'arrête. Et du coup, les plans de paiement seront réduits. Et les promos, je vais pareil. Je vous mettrai la date de la fin de la promotion sur le groupe Facebook et par mail. En tout cas, je vous embrasse. Passez une très belle journée. On se retrouve demain à 17h pour le 3e live où on va justement parler de positionnement et d'unicité, d'individualité dans nos pratiques de coaching et pas que, parce que dans nos business, c'est pareil. Encore une fois, les deux sont en miroir. Merci beaucoup à vous toutes. Passez une excellente fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.